Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à l'un des plus grands mystères de notre existence, l'amour, et la façon dont il façonne littéralement toute l'architecture de notre société. En général, quand on pense à la romance, à la formation des couples ou au mariage, on se dit que c'est juste naturel ou purement émotionnel. Mais en creusant les sources de notre analyse, qui mélange allègrement l'anthropologie, la philosophie et la biologie de l'évolution, on découvre une histoire beaucoup plus profonde. La toute première question qui nous saute aux yeux, elle est assez brutale. L'amour romantique, au fond, est-ce que c'est juste une immense ruse de l'évolution? Une simple illusion biologique fabriquée de toutes pièces pour nous forcer à nous reproduire? Ou bien est-ce qu'il y a une véritable fonction structurelle derrière tout ça? C'est le grand point de départ de notre réflexion et on va voir que deux visions du monde s'affrontent radicalement sur le sujet. D'un côté, le débat s'ouvre avec une approche très influencée par le philosophe Arthur Schopenhauer et relayée par des penseurs contemporains comme Charles Robin. Pour eux, tout le folklore culturel, la romance, les mariages, ce n'est qu'un joli masque, un vernis conçu pour dissimuler notre instinct sexuel brut et la volonté aveugle de l'espèce de se perpétuer. Bref, l'amour serait un mensonge. Mais de l'autre côté, l'approche structuraliste basée sur des données anthropologiques nous dit l'inverse. Le couple ne serait pas du tout une illusion, mais une fondation organisationnelle absolument vitale pour la survie même de notre espèce. Alors, pour y voir plus clair, passons à notre première grande partie, la biologie du couple. Faisons un petit pas en arrière. Pourquoi est-ce que l'être humain a eu un besoin si viscéral de créer la structure du couple? Eh bien, la réponse se trouve dans un concept clé, la néoténie. C'est un terme un peu technique pour décrire une réalité que l'on connaît bien, à savoir la vulnérabilité extrême de nos bébés. Contrairement à un poulain qui gambade quelques heures après sa naissance, un nourrisson humain est totalement dépendant pendant des années. C'est un coût énergétique, temporel et matériel monumental. C'est un véritable casse-tête pour l'évolution. Et c'est exactement là que la vision structuraliste devient fascinante. Face à cette immense vulnérabilité, le lien de couple devient une réponse adaptative en or massif. Dans cette optique, le couple n'a pas été inventé pour cacher nos instincts animaux, mais bien pour créer un espace ultra sécurisé et stable. En gros, on a contracté de vastes réseaux tribales en une petite cellule hyper fonctionnelle pour garantir la survie, l'éducation et la transmission des ressources à notre progéniture. Ce n'est plus juste une parure sexuelle, c'est l'outil de survie par excellence. Ce qui est dingue, c'est à quel point ce besoin de sécurité redéfinit l'essence même de l'engagement amoureux. Nos sources opposent deux idéologies très claires. D'une part, on a la philosophe Ayn Rand qui postule un amour presque égoïste, où l'on aime l'autre pour le pur plaisir et le confort personnel qu'il nous apporte. Et d'autre part, l'approche anthropologique de notre biologie tribale originelle. Dans cette dernière vision, l'amour dépasse complètement la petite satisfaction individuelle. C'est un acte social massif, un engagement profond envers un nous collectif qui verrouille la solidité de la famille pour assurer la survie de tous. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième étape historique, la révolution de la monogamie néolithique. Attention, si le besoin d'un couple est ancien, la règle stricte de la monogamie, elle, est arrivée bien plus tard. Jetons un œil à cette chronologie décisive. Pendant des millénaires, les chasseurs-cueilleurs vivaient avec des structures assez fluides. Mais ensuite arrive le tournant néolithique. On se sédentarise et on passe à l'agriculture intensive. Soudainement, la terre devient un capital précieux. Et pour éviter que cette terre ne s'évapore ou ne soit dispersée à chaque génération, il a fallu sécuriser l'héritage. C'est littéralement l'apparition de la propriété privée qui a forcé la création de la monogamie normative. C'est le moment précis où la biologie percute de plein fouet l'économie. Et les chiffres rapportés par des chercheurs en anthropologie comme Joseph Henrich sont limpides. L'imposition culturelle de la monogamie a complètement métamorphosé la société. Pourquoi? Parce que ça a fait chuter la compétition sexuelle entre les hommes. Dans les systèmes polygynes, on se retrouve mécaniquement avec un surplus de jeunes hommes célibataires, ce qui fait souvent exploser les taux de violence et d'instabilité. En nivelant le terrain de jeu, la monogamie a pacifié les relations et redirigé cette immense énergie compétitive vers des choses beaucoup plus productives. Le commerce, l'innovation et l'éducation sur le long terme. Les sociétés qui ont adopté ce modèle affichent globalement un PIB supérieur et des institutions plus égalitaires. Continuons avec notre troisième point, l'un des plus célèbres, le mythe de la moitié. Bon, imposer un changement socio-économique d'une telle ampleur, ce n'est pas rien. Il fallait une sacrée histoire pour justifier tout ça et le faire accepter spirituellement. Et c'est là qu'intervient le fameux récit d'Aristophane dans le banquet de Platon. L'histoire raconte qu'à l'origine, les humains étaient des êtres complets, des sphères puissantes. Zeus, se sentant menacé, les aurait coupés en deux. Et depuis, l'amour, l'éros, c'est cette recherche désespérée de notre moitié manquante pour retrouver notre unité originelle. Bien que parodique à la base, ce mythe est devenu le socle absolu de notre concept d'âme sœur. Mais la vraie pépite anthropologique derrière ce mythe, c'est ce qu'il symbolise. À l'ère préhistorique, l'humain trouvait sa sécurité, son identité et son équilibre au sein de tout un clan, le nous tribal.
Mais avec l'agriculture et les cités-États, tout ce grand réseau s'est contracté autour du foyer nucléaire. Ce mythe a donc servi de reconversion symbolique. Tout ce poids psychologique et sécuritaire colossal, qui était autrefois porté par le village entier, a été soudainement projeté sur les épaules d'un seul et unique individu, le conjoint. Notre partenaire est littéralement devenu notre monde, ce qui est une pression absolument gigantesque quand on y réfléchit. Allez, on zoome encore un peu plus avec notre 4e et dernière étape, de la tribu à l'individu. Parce que ce glissement monumental du collectif vers le couple privé n'a pas seulement changé l'économie, il a littéralement recablé notre façon de voir le monde. Les sources nous montrent une corrélation incroyable avec l'évolution de la philosophie. Les anciens penseurs présocratiques avaient une vision holistique du monde, axée sur le flux continu et l'interconnexion. Ça collait parfaitement à l'esprit tribal. Mais avec Socrate et Platon, exactement au moment où s'impose le couple moderne, une nouvelle philosophie émerge, le dualisme. La pensée devient très analytique, on sépare le corps de l'âme et on met l'accent sur l'individu et sa raison propre. Et cette lente dissolution des grands clans au profit du foyer restreint a en fait pavé la voie à ce que les anthropologues appellent la psychologie weird. C'est un acronyme qui désigne les populations occidentales, éduquées, industrialisées, riches et démocratiques. Notre cerveau moderne, sous ce prisme, est hautement analytique et ultra concentré sur l'individu, ses intentions et ses désirs personnels, bien plus que sur le groupe global. En clair, l'histoire de l'individualisme moderne est intimement liée à l'histoire du couple. Alors, si on rassemble toutes les pièces de cet immense puzzle interdisciplinaire, tout devient d'une clarté incroyable. 1. La néoténie et la vulnérabilité de nos nourrissons ont forcé la création d'un espace de soins hyper protégé. 2. La révolution agricole et la notion de propriété ont figé ce lien en imposant la monogamie pour gérer l'héritage. 3. La mythologie a rendu tout ça acceptable en sacralisant la recherche de la moitié manquante. Et 4. Cette nouvelle organisation sociale a fait germer la psychologie analytique, donnant naissance à l'individu tel qu'on le connaît aujourd'hui. L'amour n'est décidément pas qu'une histoire de biologie hormonale, c'est le grand architecte silencieux de notre civilisation. Ce qui nous amène à une ultime réflexion véritablement vertigineuse. On vient de voir que notre conception de l'amour romantique et de la famille a été forgée sur mesure pour répondre aux pressions économiques et écologiques de nos lointains ancêtres. Mais aujourd'hui, avec la médecine moderne, l'évolution de nos modèles économiques et des technologies, ces contraintes originelles ont complètement muté. Alors, si notre façon d'aimer a servi de squelette pour structurer les sociétés d'hier, à quoi est-ce que cet amour va bien pouvoir ressembler pour organiser les sociétés de demain ? C'est une question absolument passionnante qui laisse la porte ouverte à d'infinies possibilités. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt pour un prochain décryptage.